Face aux vagues du golfe de Guinée, je commence mon voyage dans l'Eldorado noir. À la fin des années 60, les 7 sœurs, les grandes majors du pétrole, contrôlaient 85% des réserves mondiales. Aujourd'hui, elles n'en contrôlent plus que 10%. Alors, il faut ouvrir d'autres terrains de chasse. Et les prédateurs regardent vers l'Afrique. Peak oil, guerre au Moyen-Orient, hausse des cours du brut. L'Afrique est le nouveau champ de conquête et de bataille des compagnies pétrolières. Quand le monde occidental développait ses cultures agricoles et ses industries de base, il n'avait pas besoin d'énergie. C'était l'énergie humaine. Des esclaves pris du Nigeria, de toute l'Afrique. Maintenant, c'est le pétrole brut. Alors, du sang des veines des esclaves d'Afrique au pétrole brut, c'est une histoire d'exploitation, d'un niveau à un autre. Et honnêtement, il faut que ça s'arrête. L'histoire secrète du pétrole a commencé loin de l'Afrique, en Écosse, au cœur des Highlands, un 28 août 1928, au château d'Achnacarry. Sous prétexte d'une partie de chasse, 3 hommes ont rendez-vous, un Hollandais, un Américain et un Britannique. Cette chasse aux faisans et aux coqs de bruyère n'a jamais été filmée, mais cela s'est sûrement passé ainsi. Le Hollandais Henri Deterding, un homme implacable et déterminé que l'on surnomme le Napoléon du pétrole. Il dirige la toute-puissante Royal Dutch Shell. L'Américain Walter Teagle, il représente la Standard Oil Company, fondée par John Rockefeller à 31 ans. Elle deviendra la future Exxon. Et Sir John Cadman, anglais, directeur de l'Anglo-Persian, la future BP, créée sur les pétroles de Perse. Au château, le Gotha du pétrole est à table. La réunion secrète peut commencer. Le monde a soif de pétrole et une lutte sans merci s'engage entre les compagnies. La guerre, c'est peut-être bon pour les affaires, mais pas la concurrence. Henri Deterding déclare « Il est temps d'exploiter fraternellement et le plus profitablement possible les ressources pétrolières mondiales. Zone d'exploitation, prix du transport, prix de vente, tout doit être partagé. Au matin, un pacte secret est scellé, sans signature. Un cartel de pétroliers se prépare à dominer le monde. » L'idée est que les 7 sociétés, dont seulement 4 ont survécu d'ailleurs, ont dominé l'industrie du pétrole à une époque où cette industrie ne représentait pas seulement un pouvoir économique, mais également une projection de l'impérialisme américain et européen sur le reste du monde. C'était en fait un instrument pour les Américains et les Européens, disons les Occidentaux, pour exercer leur pouvoir sur le tiers-monde. Voilà ce que devaient représenter les 7 sœurs. Ce matin du 29 août 1928, l'ordre du monde a changé. D'autres compagnies vont rejoindre cette conspiration de milliardaires. L'histoire les appelle les 7 sœurs. Exxon, Shell, BP, Mobil, Texaco, Gulf et Chevron. Minarets et torchères se toisent dans le ciel de Libye. Un désert brûlant, jadis on l'appelait avec mépris la boîte à sable. En 1955, le pétrole jaillit au milieu des dunes. Pour les pétroliers, c'est le meilleur du monde. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, sous la pression des compagnies pétrolières américaines, l'ONU et l'Angleterre installent sur le trône de Libye Idriss El-Senussi. En 1959, on a découvert le premier puits de pétrole. À cette époque, l'industrie du pétrole libyen était essentiellement une industrie américaine. Esso a découvert le premier puits, a été la première à exploiter le pétrole
et la première à en produire. En moins de 3 ans, la Libye est arrivée à une production de plus d'1 million de barils. Et en moins de 7 ans, on a atteint 3,5 millions de barils par jour. C'était extraordinaire. Le royaume de Libye est un véritable paradis pétrolier pour les compagnies américaines. L'opacité des comptes est telle que la Libye reçoit à peine 12 cents le baril. Comme le disait le président Nixon à ses conseillers, le régime du roi Idriss est sûr, car il est corrompu, vraiment corrompu. Les tankers chargés d'or noir de la plus belle qualité peuvent naviguer vers les côtes américaines. Je pense vraiment que le roi fut un jouet aux mains des compagnies pétrolières après la découverte du pétrole en Libye. Je pense que les 7 sœurs ont volé la Libye, comme elles l'ont fait dans beaucoup d'autres pays. Bien avant les majors américaines, un géologue et explorateur français, Conrad Killian, connaissait le potentiel pétrolier de la Libye. Dès les années 20, après 2 expéditions, il affirme qu'il existe du pétrole dans le Sahara et dans le faisan libyen. Il est le seul homme au monde à avoir dressé la carte des futurs gisements pétrolifères du Sahara. En février 1941, le maréchal Erwin Rommel débarque à Tripoli. Le soir même de son arrivée, Rommel lance ses chars sur les positions britanniques et les repousse jusqu'en Égypte. Son plan est simple, ouvrir l'accès aux champs pétrolifères du Moyen-Orient, puis faire jonction avec les troupes allemandes du front de l'Est pour s'emparer de Bakou et de ses fabuleuses réserves. C'est une guerre pour le pétrole qui se joue dans les déserts d'Afrique du Nord. Oui, on pressentait la présence du pétrole en Libye. Et ironiquement, l'Italie et l'Allemagne étaient en guerre contre les Alliés. Ils souffraient d'une pénurie de carburant et pourtant une grande quantité de pétrole se trouvait sous leurs pieds. Ils ont d'ailleurs perdu la guerre à cause du manque de carburant. En 1942, à la tête des forces françaises libres, le général Leclerc lance sa contre-offensive vers les troupes germano-italiennes. Leclerc, dans son avancée victorieuse vers Tripoli, n'oublie pas de laisser derrière lui des petites garnisons dans les oasis du sud libyen et du faisan. Leclerc est sûrement un des rares responsables français à croire au rapport du géologue Conrad Killian et tient à marquer la présence française dans le désert libyen. Le 28 novembre 1946, au cours d'une journée d'inspection dans les confins algéro-libyens, l'avion du général Leclerc s'écrase près de Colombéchar. On retrouvera 13 cadavres, alors que le manifeste de bord n'en mentionne que 12. Le 13e corps disparaîtra mystérieusement, provoquant des rumeurs d'attentats. La volonté du général Leclerc d'assurer à la France le pétrole libyen a peut-être causé sa perte. De retour en France, Conrad Killian tente de persuader le gouvernement de la réalité de ses recherches. Mais seuls les services secrets britanniques semblent s'intéresser à lui. Peut-être un peu trop. C'est là qu'il y a eu le spectacle de M. Killian qui s'était pendu à l'espagnolette. Disons qu'il avait la tête à cette hauteur, le buste qui pendait, les jambes en avant. Killian se serait donc pendu dans un minable hôtel de Grenoble le 29 avril 1950 à l'espagnolette de la fenêtre, à 1,20 m de hauteur, alors qu'il mesurait 1,85 m. Malgré des traces de coups, l'enquête conclut au suicide. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la France est sous la coupe des compagnies anglo-saxonnes. Pour gagner son indépendance énergétique, elle se tourne vers son empire colonial. Des géologues font le pari insensé du Sahara algérien. Les travaux de Killian ne sont pas oubliés de tous. Un pari au milieu d'un désert plus grand que la France. Les hommes de la CFP et de l'ERAP, les 2 ancêtres de Total et d'Elf, se lancent dans l'aventure.
Pour les Français, pour la stratégie pétrolière française, il était important de trouver du pétrole dans l'Empire français, dans les colonies françaises ou dans les ex-colonies françaises, parce que c'était du pétrole payable en francs. Et donc, une fois l'indépendance achevée dans les pays africains, il reste dans la zone franc, et donc c'est important d'avoir du pétrole payable en francs français. Après 4 années de forage sans succès, le pétrole jaillit enfin le 16 juin 1956 à Hassi Messaoud. À plus de 3000 mètres de profondeur, dormait un des plus grands gisements du monde. En un jour, la France devient un grand producteur de pétrole. En 1954, il y a déjà la guerre de libération qui a été déclenchée et la question pétrolière va amener le gouvernement français à revoir sa stratégie vis-à-vis de la guerre d'Algérie, tout simplement. L'Algérie a fait des obsèques solennelles aux victimes de la vague d'attentats qui, dans la nuit du 1er novembre, a déferlé sur divers points du territoire. Au cours d'une trentaine d'attaques... Émeutes, attentats, très vite, derrière ce que l'on appelle pudiquement les événements d'Algérie, se profile une guerre pour l'indépendance. Étrangement, la guerre est comme absente au Sahara. Les troupes de la Légion étrangère campent près des gisements. Il n'y a de la part du FLN aucune tentative de saboter ni les pipelines ni les puits, comme une volonté de préserver ce futur trésor de guerre. La découverte du pétrole va modifier la géographie même du pays, tant et si bien qu'il y a même eu une proposition du gouvernement français qui a été faite au FLN en 1957, dans laquelle il était proposé que le Sahara continue à être territoire français et qu'il y ait un couloir large d'un certain nombre de quelques kilomètres entre Hassi Messaoud et Béjaïa, dans lequel seraient posés tous les pipelines d'évacuation du pétrole vers le nord, et les parties à l'est et à l'ouest de ce couloir devaient constituer l'Algérie indépendante. La question pétrolière et la proposition de séparer le Sahara de l'Algérie font capoter toutes les tentatives de règlement pacifique de la guerre d'Algérie. Le pétrole du Sahara alimente la France et l'Europe, et la guerre dure déjà depuis 4 ans. Finalement, des pourparlers s'engagent à Évian entre la France et le FLN. L'accord est signé le 18 mars 1962. L'Algérie obtient son indépendance et la pleine souveraineté sur le Sahara et ses richesses, moyennant quelques garanties pour les pétroliers français. Au cœur du désert, Hassi Messaoud, 1500 habitants, avec chapelle, gendarmerie, boulangerie, poste et piscine. Rien n'est trop beau pour la nouvelle capitale du pétrole français. Laurier rose, palmier, poussent aux côtés de 300 puits. 14 millions de tonnes de pétrole sont produites et les torchères illuminent la nuit saharienne. Malgré l'indépendance algérienne, Hassi Messaoud est de fait une enclave française exploitée par des compagnies françaises. Les bénéfices sont énormes. La fête est fastueuse, mais c'est la dernière. Le président algérien Boumedienne arrête la musique. قررنا ابتداء من هذا اليوم باش على كل حال الثورة الاشتراكية تدخل في قطاع اللي هو كان قطاع خاص يعني حتى واحد ما يمسه وهو القطاع البترولي. قررنا تأميم النقل البري يعني كل الأنابيب اللي هي خارجة من الآبار هذه تصبح ملك متاع الدولة. Au
Au matin du 24 janvier 1971, pour les Français, la gueule de bois est terrible. Le président algérien, pour la première fois de l'histoire du pétrole, a osé l'impensable. Il a nationalisé le pétrole algérien. Les réactions sont violentes de la part des autorités françaises et des compagnies françaises. Elles considèrent le Sahara et le pétrole saharien comme étant ayant été découvert par les compagnies françaises, comme étant leurs biens. C'était toute la stratégie de ces compagnies. Et puis c'était beaucoup d'argent, surtout beaucoup d'intérêts. L'Algérie est la principale source de production des compagnies françaises dans cette période-là. Ça va les obliger, après ces nationalisations, à aller en mer du Nord, à aller un peu plus dans le golfe de Guinée en Afrique. Mais avant cela, l'Algérie était la principale source de production pour les deux grandes compagnies que sont la Total et Elf. Contrairement à Total, qui accepte les nouvelles conditions algériennes, Elf quitte l'Algérie. La France doit à tout prix organiser son futur pétrolier. Entre en scène un ancien membre des services secrets gaullistes, Pierre Guillaumat, directeur d'Elf, et Jacques Foccart, ami du général de Gaulle et conseiller de l'Élysée pour les affaires africaines. Leur feuille de route est claire: trouver du pétrole africain, le sécuriser et ainsi assurer l'indépendance énergétique de la France. Un lundi d'avril, j'atterris au Gabon, au cœur des ténèbres, au cœur de la politique pétrolière française. L'aventure avait commencé en 1956, dans le delta marécageux de Port-Gentil, au milieu des bois d'Okoumé, d'acajou et d'ébène. Les premiers prospecteurs vont mettre à jour les gisements d'Ozouri et de Pointe-Clairette. Un an plus tard, le pétrolier Le Ronsard quitte le terminal de Cap-Lopez pour le port du Havre. Les pétroliers qui opèrent au Gabon, et spécialement Total Gabon, qui a succédé à Elf Gabon, ont une telle importance dans l'économie du Gabon et dans la relation avec la France. Le rôle de Total Gabon va certainement au-delà du pétrole au sens strict. Et c'est vrai, le Gabon est devenu un protectorat de la République française géré par Jacques Foccart et Elf. Leur homme lige, le président Omar Bongo. Avec la bénédiction des autorités françaises, Elf mène sa propre diplomatie. L'Afrique sans la France, c'est une voiture sans chauffeur. La France sans l'Afrique, c'est une voiture sans carburant, aimait à dire Omar Bongo. Bongo, l'ami de la France et de tous ses présidents. C'est Elf, avec la France-Afrique, qui ont imposé Bongo au Gabon pendant 40 ans. Ce n'est secret pour personne. Pour travailler tranquille. Et qui a bénéficié de ces largesses, la largesse de Elf? C'est Bongo et sa famille. C'est clair, c'est pas la population. Je ne trouve pas d'excuses, je ne trouve pas de raisons. Je ne trouve pas de justificatif pour ne pas qualifier ce qui s'est passé au Gabon, particulièrement, pour ne pas le qualifier de génocide économique entre les multinationales et les dirigeants gabonais imposés par les mêmes multinationales. Mais ça ne s'arrête pas là. Elf va étendre son influence à une grande partie de l'Afrique noire, ainsi naît la France-Afrique. Nigeria, Tchad, Congo, Cameroun, Angola, Elf finance aussi bien les régimes en place que les guérillas. Une diplomatie où l'argent coule à flot dans les pays pétroliers d'Afrique noire. Commissions occultes, détournements de fonds, Elf va faire la fortune de ses cadres et de quelques dirigeants africains. En dégageant plusieurs milliards de francs de caisses noires, les satrapes africains et les dirigeants d'Elf ont fait bien plus que de détourner de l'argent. Ils ont créé du malheur. C'est l'Afrique qui a financé une grande partie de la vie politique française, mais dans l'affaire Elf, ce financement représentait quelques pourcents.
le gros des détournements a fait la fortune des cadres d'Elf et de leurs amis. Plage et surf, sous le soleil africain, le quotidien des expatriés du pétrole semble paisible. Mais dans ce pays d'à peine 1 million d'habitants, la dépendance au pétrole rend le quotidien difficile. Alors, on mendie l'aide du FMI, car l'argent du pétrole s'est perdu, évaporé. La fête est finie. Après 8 années d'instruction, des milliers d'auditions et procès-verbaux, l'affaire Elf est jugée et le verdict tombe. En novembre 2003, Loïc Le Floch-Prigent, le directeur, André Tarallo, le Monsieur Afrique, Alfred Sirvin, l'homme des missions spéciales, sont condamnés à la prison. Elf, pour le prix de ses crimes, est racheté par Total. La compagnie française rejoint alors le club des puissantes 7 sœurs. J'ai quitté le Gabon pour la Libye et je remonte l'avenue Chari Al-Fat le long de la plage. Tripoli me semble heureuse, une ambiance toute balnéaire. Mais ce samedi, les ouvriers des chantiers, tous migrants, ne goûtent pas au congé. Il faut bâtir vite. Le colonel Mouammar Kadhafi, guide de la révolution arabo-libyenne, populaire et socialiste, l'a ordonné. Le 1er septembre 1969, en l'absence du roi Idriss parti faire sa cure annuelle à l'étranger, un groupe d'officiers renverse le régime et le capitaine Mouammar Kadhafi proclame la République. Le nouveau leader de la révolution a tout juste 27 ans. Pour les 7 sœurs, le vent du changement soufflé par Kadhafi prend les proportions d'un ouragan. En 1970, il décrète la nationalisation du pétrole libyen. En quelques mois, les 7 sœurs se sont trouvées un véritable ennemi. Kadhafi a fait un discours lors de l'ouverture des négociations et il a prononcé une phrase importante. La Libye a vécu plus de 5000 ans sans pétrole et elle est prête à vivre encore 5000 ans sans pétrole. C'était un coup terrible pour les compagnies pétrolières. Elles se rendaient compte que nous étions sérieux et pour le prouver, nous avons stoppé la production pétrolière. Au large de Tripoli, le golfe de Gabès. L'hélicoptère me dépose sur la plateforme de Bouri, le plus important gisement de la Méditerranée. Kadhafi a besoin d'argent pour nourrir sa révolution. Le pétrole va lui en apporter. L'argent du pétrole pour lutter contre l'impérialisme et soutenir la lutte palestinienne. Argentier du terrorisme, Kadhafi s'embarque dans une escalade meurtrière. En 1982, les États-Unis décrètent un embargo contre la Libye. L'embargo reconduit et durci va durer jusqu'en 2004 et pénaliser lourdement l'industrie pétrolière libyenne. Je pense que l'on peut affirmer que la Libye était l'ennemi numéro 1 des compagnies pétrolières, et particulièrement des compagnies américaines. Une des accusations contre le pays, en particulier dans les années 70-80, était que Kadhafi générait tellement d'argent avec le pétrole qu'il répandait la terreur dans le monde entier. Me voici sur les routes de la Costa Esmeralda, vers le village d'Olbia. L'eau turquoise est comme un écrin pour les yachts de quelques Crésus des temps modernes. J'ai rendez-vous ce matin avec son Excellence Cheikh Yamani, l'une des figures les plus emblématiques du pétrole arabe. J'étais opposé à une hausse aussi rapide des prix du pétrole, car c'était contre les intérêts des Arabes et des producteurs de pétrole. Peut-être était-ce là mon crime, je ne sais pas.
Le 21 décembre 1975, un groupe de 6 terroristes armés entre dans le quartier général de l'OPEP à Vienne. Leur mission, assassiner le ministre saoudien du pétrole, Cheikh Yamani. À la tête du groupe, Ilich Ramirez Sanchez, dit Carlos. Carlos et moi, on parlait, on plaisantait. Il était très gentil avec moi. Mais il m'avait dit qu'il allait me tuer. Le commando exige un avion pour se rendre à Tripoli. Kadhafi refuse de les accueillir. Les otages sont finalement libérés à Alger. Certains ont affirmé que Cheikh Yamani devait mourir, car il était une marionnette des Américains, soutenant leurs intérêts, faisant baisser les prix, favorisant le protectionnisme. Il aurait constitué d'importantes réserves pour maintenir des prix bas. Certains considèrent que Yamani travaillait à l'encontre des intérêts arabes, palestiniens ou de l'OPEP. Mais rien n'est arrivé à Cheikh Yamani. Il a été libéré sain et sauf. Y a-t-il eu un arrangement? Cheikh Yamani ne m'en dira pas plus. Carlos, de sa prison, affirme que Kadhafi est l'instigateur de la prise d'otages. Je quitte le Cheikh Yamani pour le Soudan sur les bords de la mer Rouge. Quand le Soudan accède à l'indépendance en 1956, les élites arabes du Nord s'imposent à Khartoum. Les régions du Sud sont marginalisées. Le Sud, population de Noirs, chrétiens et animistes, réclament l'autonomie de leur région. Commence alors une lutte sans merci qui va durer près de 20 ans. Tout le monde pensait qu'il pouvait y avoir du pétrole au Soudan. Personne n'en savait rien. Ça a été révélé par l'exploration de la compagnie américaine Chevron à la fin des années 70. Et ça a été le début de la Deuxième Guerre civile, qui ensuite a duré jusqu'en 2002. Ça a duré 19 années. Et cette guerre civile a coûté au moins 1,5 million de morts. Donc l'affaire pétrolière est au cœur de la situation. Du sang et du pétrole. Officiellement, le Soudan détient les 5e réserves de pétrole du continent africain. Mais la majorité des gisements se trouvent dans les régions du Sud. C'est la guerre, avec son cortège d'horreurs et de massacres. Khartoum est accusé de génocide. Et c'est dans ce contexte que les Chinois entrent dans le jeu. Dans cette compétition entre les États-Unis et la Chine, on dit souvent que la Chine n'agit pas selon les mêmes règles du jeu que les États-Unis et les Européens. Il n'y a pas d'ONG qui surveille étroitement leur comportement. Et les droits de l'homme sont moins au centre de leurs préoccupations. Dans des pays comme le Soudan, ils ont établi une relation privilégiée avec le président al-Bachir, qui est impliqué dans de graves affaires de violation des droits de l'homme. Dès janvier 2007, Hu Jintao, le président chinois, arrive à Khartoum. Le pétrole soudanais est vital pour la croissance chinoise. Le président se montre généreux avec le dictateur al-Bachir. La Chine bienfaitrice et intéressée a besoin de pétrole. Une stratégie sans état d'âme, une autre façon de faire du business. Nous apportons au Soudan des capitaux et des technologies qui permettent à ce pays de développer certains secteurs économiques, y compris le secteur pétrolier. Et au final, le développement économique est bénéfique à la population soudanaise. Nous préférons la vision développementaliste à la vision droit de l'hommiste. Car de quel droit peut-on parler en l'absence de développement économique? Si le peuple n'a pas assez à manger, le discours sur ses droits, c'est du vide. De fait, les bâtisseurs chinois sont là. Le président al-Bachir peut s'enorgueillir de la coopération avec la Chine. Barrage sur le Nil, route et stade. Pour exporter par Port-Soudan ses 500 000 barils quotidiens extraits des gisements du Sud, la Chine construit l'oléoduc Egling-Port-Soudan. Le pétrole du Sud-Soudan est acheminé par mer jusqu'au port chinois.
les Chinois ont amené des esclaves. Alors ça a été une opération assez étonnante. Plus de 25 000 travailleurs qui étaient des condamnés à des peines de droit commun, qu'on a extraits des prisons chinoises, qu'on a amenés au Soudan, et on leur a dit, voilà les gars, voilà des pelles et des pioches, au boulot. Coup de théâtre. Après 50 années de guerre civile, l'impensable se réalise un matin de février 2010. Par une majorité écrasante, le Sud-Soudan obtient son indépendance. Un nouveau pays est né. Comment va se partager la rente pétrolière entre les deux Soudans? Cette question sans réponse pourrait de nouveau embraser le pays. Les compagnies occidentales, les 7 sœurs, vont pouvoir entrer dans le jeu. Les Chinois, eux, y sont déjà bien installés. Le Sud a 85% du pétrole, mais la seule voie d'évacuation de ce pétrole pour l'exportation vers l'étranger, c'est au nord. Donc le nord a le robinet, même si la source est au sud. Je traverse le continent noir pour retrouver le Gabon. À l'ombre du terminal pétrolier de Cap-Lopez, les nuits gabonaises sont douces. Quelques beautés locales me séduisent tandis que les Chinois se prennent au jeu. Une nouvelle partie de billard à 3 bandes commence. Les 7 sœurs et les majors ne sont plus seuls en Afrique, car les Chinois, eux aussi, aiment l'Afrique et le monde. 10 milliards de prêts promis par le président Jintao pour les 3 années à venir. Le Gabon a besoin de beaucoup d'argent, un souci pour les 7 sœurs. Quand l'État convoque les compagnies pétrolières, c'est pour leur dire, écoutez, nous sommes encore, on a besoin d'argent, essayez de nous avancer de l'argent, point. Aujourd'hui, l'État gabonais est presque sous perfusion. Ce sont ces multinationales qui injectent de l'argent dans les caisses de l'État. C'est-à-dire, on peut même dire que le pétrole gabonais est hypothéqué. Point plié, s'il vous plaît. Point droit plié. Point droit plié. Ensemble, unis dans la concorde et la fraternité. Aujourd'hui, c'est jour de grève pour les ouvriers de Total. Un peu de chahut est organisé au terminal de Cap-Lopez, mais sans illusion. Nul ne peut défier le pétrolier sur ces terres. À chaque fois qu'il y a des mouvements à Port-Gentil, mais c'est l'armée française qui va mettre de l'ordre. Vous voyez, toute cette répression, vous avez la pression militaire, la répression et des techniques de corruption généralisées qui font en sorte que même quand la population veut se lever, ça ne marche pas. Impossible de naviguer aux alentours de Port-Gentil sans croiser l'armée française. L'arraisonnement est courtois. C'est le 6e bataillon d'infanterie de marine qui assure la garde des installations. Sa devise est « Au nom de Dieu et de la coloniale ». Une assurance vie au régime gabonais et aux installations pétrolières. Dans cet Eldorado gabonais où Bongo fils succède à Bongo père avec la bénédiction des pétroliers, il ne reste que le bonheur. Tout le reste a été volé. Posé sur le ventre de l'Afrique, le golfe de Guinée. En 20 ans, sa production a doublé. On parle là aussi d'un nouvel Eldorado.
Sur les billets de 500 $ nigérians figure une plateforme pétrolière, un derrick, d'où est venu l'argent qui a rendu le Nigeria prospère depuis 50 ans maintenant. Mais aujourd'hui, le peuple du Nigeria et le peuple du delta du Niger particulièrement n'ont pas profité des ressources de ce pétrole qui a généré cet argent. Voilà le cœur de la crise au Nigeria. Le cœur de la crise, ça pourrait être Makoko, bidonville lacustre de Lagos. Baraque de fortune sur pilotis, le dernier refuge des oubliés, des exclus de la rente pétrolière. Ils viennent désespérés s'entasser dans ces bidonvilles de Lagos, la mégapole de l'Afrique. Les odeurs se mélangent, cuisine, eau croupie, le parfum de la pauvreté. Comme toujours, l'aventure est magnifique. Dans la jungle hostile, les hommes élèvent des cathédrales de fer, fouillent les entrailles de la terre et les premières torchères crachent leur haleine fétide vers le ciel. En 1956, Shell ouvre les vannes du pétrole nigérian, alors protectorat de la couronne britannique. Les premières cargaisons partent vers l'Europe, comme jadis l'huile de palme et le cacao, bien avant les esclaves convoyés vers les plantations du Nouveau Monde. Honnêtement, entre le peuple nigérian et ceux qui s'autoproclament dirigeants d'une part et les 5 grands acteurs pétroliers d'autre part, c'est une relation de maître à esclave. Les compagnies pétrolières sont les maîtres du Nigeria. Le peuple nigérian est l'esclave des sociétés pétrolières, et c'est une tragédie. Tragédie. Le pétrole du Nigeria n'a jamais aussi bien porté son horrible nom, la merde de Dieu. Le Biafra, qui a été le premier grand conflit qui s'est produit après les indépendances sur le continent africain, était un conflit instrumentalisé par des puissances occidentales qui souhaitaient tout simplement s'accaparer les terres à pétrole du Nigeria. Les Igbo ont été soutenus par de nombreux pays occidentaux, la France en premier lieu, qui cherchait à l'époque à mettre pied sur ces terres à pétrole. Elle s'est soldée par la mort de plus d'1 million de personnes. Le 26 mai 1967, la région des Ibos, chrétiens et animistes, vote son indépendance contre le gouvernement central du Nigeria, dirigé par les musulmans du Nord. La République du Biafra est proclamée. Débute une guerre sanglante, 2 millions de morts, dont les 3/4 de famine. Le Biafra détient les 2/3 du pétrole nigérian. La France et Elf fournissent des armes aux Biafrais dans le but d'affaiblir l'influence des compagnies britanniques, Shell et BP. Elf a perdu la guerre du Biafra et c'est les compagnies britanniques qui l'ont emporté. C'est les compagnies britanniques qui ont emporté, c'est BP et Shell. Premier producteur africain de pétrole, le Nigeria est surnommé l'éléphant de l'Afrique. 152 millions d'habitants, la moitié de la population survit avec moins d'$1 par jour. À Lagos, les milliers d'églises sont envahies par les pentecôtistes, baptistes, adventistes. Tous rivalisent pour soulager les âmes et les poches des riches comme des pauvres. Pour beaucoup, le pétrole ou l'or noir, c'est la merde de Dieu. Si c'est vraiment la merde de Dieu, je ne connais pas un seul Dieu qui infligerait un tel malheur à son peuple.
Dans le delta du Niger, 7000 km d'oléoducs, 1500 puits et des tonnes de pétrole répandu qui brûlent la mangrove et la peau des pêcheurs. Une gigantesque pollution dénoncée avec courage, mais sans succès. Les Ogoni sont un peuple de pêcheurs qui ont toujours vécu dans la mangrove et qui finalement tiraient leurs ressources des ressources halieutiques du delta du Niger. Le jour où Ken Saro-Wiwa a constaté que les criques commençaient à être polluées, qu'il y avait de plus en plus de pipes d'oléoducs qui fuyaient et crachaient leur merde du diable dans les criques poissonneuses de cette deuxième mangrove au monde, qu'est le delta du Niger, Ken Saro-Wiwa s'est lancé en lutte. Ken Saro-Wiwa, un Ogoni, dénonce la collusion entre la compagnie Shell et la dictature du général Abacha. Il accuse le groupe pétrolier de polluer l'environnement et de ne pas partager ses gains fabuleux avec la population locale. Il mobilise des dizaines de milliers de personnes et Shell, sous la pression, cesse sa production. Le pétrolier demande alors l'intervention de la police et l'armée nigériane contre les manifestants. On dénombre les morts par centaines. Ken Saro-Wiwa est arrêté et condamné à mort. Le 10 novembre 1995, à Port Harcourt, Ken Saro-Wiwa est pendu avec 8 autres de ses camarades. Tout le monde sait que Shell, la société d'exploitation pétrolière, était complice dans le meurtre de Ken Saro-Wiwa. Ils étaient complices parce que ce sont eux qui, pour l'essentiel, ont instigé les troubles qui ont finalement mené à l'arrestation, le procès et la pendaison de Ken Saro-Wiwa. Je quitte Port Harcourt par une piste tracée par Shell pour transporter ses employés sur les sites du Delta. Interdit de filmer et les barrages de l'armée sont fréquents. Ici, dans ce pays riche à millions, l'eau n'est plus potable, les terres incultivables et l'air irrespirable. Quand on touche des bénéfices, alors tout va bien. Mais maintenant, nous ne profitons plus de ces bénéfices. Le pétrole provient de notre terre, mais on ne nous fait pas profiter de ses retombées. La police et l'armée sont employés par les compagnies de pétrole pour les défendre. Ils ne sont plus des nôtres. Même quand nous voulons partir d'ici, ils nous reconduisent. Même quand nous en avons ras-le-bol et leur bloquons le passage, l'armée intervient. Parfois, ils enferment nos enfants. Alors est apparu le MEND, Mouvement pour la libération du delta du Niger. Enlèvement, attentat, le mouvement mêle banditisme et revendications politiques. En 2008, leur combat prive le Nigeria de 25% de sa production pétrolière. Les cours mondiaux de brut s'affolent. Le gouvernement est contraint de proposer une amnistie. Il y a eu de violents conflits dans la région vers 2005. Ils enlevaient des gens, ils réclamaient des rançons. Le gouvernement payait, les compagnies pétrolières payaient, ils payaient aussi les militaires pour protéger les oléoducs. Donc les affaires étaient prospères. Mais on a atteint un point où la violence était devenue un peu plus intense et la production de pétrole a chuté. Mais vraiment chuté. Donc la seule raison pour laquelle le gouvernement a essayé d'arrêter la violence était de permettre aux sociétés pétrolières de rouvrir le marché. Ce n'est pas dans le but de maintenir la paix dans la région. Ce n'est pas dans le but de résoudre les problèmes liés aux fuites de pétrole. C'est simplement dans le but de permettre l'extraction de davantage de pétrole. Alors que le pétrole coule à flot dans les soutes des tankers, la pénurie d'essence est chronique à Lagos. Les 4 raffineries du pays sont obsolètes. Le premier exportateur de brut du continent est obligé d'importer son essence raffinée. Un paradoxe qui fait la fortune de quelques compagnies.
Le gouvernement devrait être uni. Il ne devrait pas alimenter la crise des prix de l'essence au Nigeria. Dieu a récompensé ce pays avec de nombreuses ressources. Je ne vois pas pourquoi l'essence est si chère et pourquoi elle augmente sans arrêt. L'inflation causée par le gouvernement est en train de détruire notre nation. Encouragée par les compagnies pétrolières, la corruption est devenue un système de gouvernement. 50 milliards de dollars se seraient évaporés sur les 350 perçus depuis l'indépendance. En juillet 2003, George W. Bush est au Nigeria pour son premier périple africain. Le continent noir, avec ses réserves, doit fournir 25% du brut américain d'ici à 2020. Several African governments face particular dangers from terrorists. And the United States is working closely with those nations to fight terror. And we will do more. I propose a new $100 million initiative to help those governments in East Africa protect their people and to fight terrorist networks. African oil Le pétrole africain est devenu très important et attractif pour les États-Unis pour plusieurs raisons. La première raison est que ce pétrole ne vient pas du Moyen-Orient. Et je n'ai pas besoin d'insister sur le fait que les États-Unis, pour des raisons de sécurité énergétique, cherchent à diversifier leurs sources d'approvisionnement. Et l'Afrique semble attirante dans le sens où elle représente une autre option, une alternative au Moyen-Orient. Deuxième chose, l'Afrique et les États-Unis ne sont séparés que par l'océan Atlantique. Le continent africain, le nouvel Eldorado pour les États-Unis et les Sept Sœurs. Alors, va pour la paix avec son principal producteur, la Libye. Et tant pis si le colonel Kadhafi est un criminel, les affaires avant tout. Pour ma part, j'ai rendez-vous dans la médina de Tripoli, au milieu des échoppes. Certaines personnes pensent qu'il y a une contradiction entre la politique du gouvernement Bush et celle de ses prédécesseurs, qui voyaient la Libye comme un membre de l'axe du mal, alors que nous sommes maintenant amis. Évidemment, c'est dû au fait que ces pays n'ont pas d'amis, ni d'ennemis. Ils ont des intérêts. Nous savons qu'ils ne sont pas installés ici parce qu'ils nous aiment. Et nous ne les avons pas accueillis parce que nous les aimons. Mais il y a des intérêts communs. Dans l'industrie du pétrole, c'est une situation gagnant-gagnant pour les deux parties. En 2003, la Libye reconnaît officiellement la responsabilité de ses officiers dans l'attentat de Lockerbie et aussi celui du vol 772 UTA. Fin stratège, le démiurge libyen paie une indemnité de plus de 2 milliards de dollars aux familles des victimes. Le colonel Kadhafi a gagné son pari, la levée définitive des sanctions. Le guide ONI est devenu fréquentable. Un arrangement sur fond de pétrole et de dollars. La Libye a réglé ses différends avec l'Ouest, Grande-Bretagne incluse, et les Américains bien sûr. Et il y a beaucoup de compagnies pétrolières occidentales qui viennent dans le pays. N'importe quel politicien sensé et raisonnable, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, réfléchirait à 2 fois avant de détériorer les relations avec la Libye, principalement à cause des intérêts pétroliers. Al-Megrahi, condamné à la prison à vie pour la mort de 270 personnes dans l'attentat de Lockerbie, est libéré en août 2009 par les Britanniques. Selon le Sunday Times, sa libération serait liée à la signature d'un important contrat pétrolier avec la compagnie BP. Pour Downing Street, une simple coïncidence. Les gens qui ont réglé le problème d'Al-Megrahi avaient le pétrole à l'esprit. J'en suis certain. Muammar Kadhafi accueille Al-Megrahi en héros sur le tarmac de l'aéroport de Tripoli.
Dollars, sang et pétrole, le prix à payer pour le retour des 7 sœurs en Libye. Pour les 7 sœurs et leurs concurrents chinois, indiens, russes, italiens, français, la chasse est de nouveau ouverte dans l'Eldorado noir. Les 7 sœurs, les dangereuses 7 sœurs. Vous savez l'histoire de leur rencontre, à un dîner ou une partie de chasse. C'est vraiment une histoire formidable, reflétant ce qui se passe aujourd'hui. Ils font semblant de tuer des oiseaux, mais en réalité, derrière cette image, ils tirent, ils tuent des gens. Quant à leur manière de faire, les gens pensent qu'il s'agit d'une réception, d'une fête, alors qu'ils complotent sur la façon de rendre tout le monde captif. Et c'est très intéressant de voir que le monde entier connaît cette histoire et fait semblant de ne pas savoir.